Bonjour à toutes et à tous, c'est Camille de l'équipe EZC. Nouveau format, on va aborder un peu de fonda. Aujourd'hui, je vais vous proposer la lecture d'une des dernières publications datant d'il y a quelques jours de Vitalik Buterin. Pour ceux qui sortent de leur grotte, Vitalik, c'est le génie russo-canadien qui, depuis 2013, est à l'origine de l'actuelle deuxième blockchain en termes de market cap et de son coin natif, l'Ethereum, qui a contribué ces dernières années à développer les smart contracts, les contrats intelligents sur la blockchain, amenant une foultitude d'applications et de progrès technologiques liés à la décentralisation, la sécurité et l'automatisation des contrats de pair à pair. Je peux avancer sans faire sourciller les experts que ce gars fait figure d'autorité dans le milieu. La publication en question, dont je vous laisse apprécier la subtilité du titre, traite d'un sujet d'actualité. Si vous n'êtes toujours pas sorti de votre grotte, je vous renvoie vers les excellentes vidéos de mes amis Dizzy Crypto, Damo et Xav, qui vous exposent en long et en large les tenants et les aboutissants du cataclysme crypto 2022, à savoir la faillite récente de la plateforme ETX. Auparavant deuxième plateforme au monde d'échange décentralisé d'actifs numériques, et la déroute de tout l'écosystème lié de près ou de loin à ses produits financiers, notamment son jeton le FTT, et qui aura impacté nombre d'investisseurs crypto, institutionnels, Coco Gisèle et retail. En effet, cet événement a remis à l'ordre du jour un sujet qui n'est pas nouveau, la preuve de réserve, c'est-à-dire la transparence des acteurs du monde de la finance décentralisée vis-à-vis des actifs détenus par leurs clients. Vitalik la précise en preuve de solvabilité, proof of solvency, proposer une preuve cryptographique vérifiable on-chain que les exchanges possèdent suffisamment de fonds sur leur registre pour couvrir la totalité des avoirs des investisseurs, à savoir ce que la finance centralisée ne peut pas faire. Essayez de sortir ensemble tous vos euros des banques centralisées et on va bien rire. Vitalik va plus loin. Comment amener les exchanges, centralisés ou non, à créer un système où ils ne pourraient pas sortir les fonds du déposant sans son accord, tout en conservant la notion de trustlessness, l'absence de confiance dans l'intermédiaire, véritable enjeu de la décentralisation. Avec un vieil adage comme leitmotiv, don't trust, verify. En gros, amener les exchanges à bien plus de transparence sur ce qu'ils font de vos actifs et proposer cette vérification on-chain, tout en conservant la vie privée et la non-divulgation des données personnelles. Voilà pour les enjeux. Voyons maintenant la technique. Vitalik s'appuie sur les technologies déjà existantes et en développement. On va parler d'arbre de Merkle et de preuves à divulgation nulle de connaissances. Il commence par un peu d'histoire. Pour montrer patte blanche, en 2011, le plus gros exchange d'alors, Mongeox, partagea une transaction de 424 242,424242 BTC, et taquin, affichant alors la preuve de la possession des fonds, et aussi qu'il pouvait en faire ce qu'il voulait. En 2013, des discussions dans le milieu BTC émergent sur comment prouver qu'on possède des fonds sans effectuer de retraite ultra coûteuse en gaz dans la blockchain. Vitalik expose une relation simple. Preuve des actifs plus preuve de la détention des clés privées des actifs nous donne preuve de solvabilité, preuve que l'exchange possède les fonds pour rembourser tous ses déposants. Cela peut se faire simplement en publiant des registres complets, avec d'une part les comptes des utilisateurs liés à leurs avoirs positifs, et d'autre part un total de la somme détenue par l'exchange. Le problème, c'est que ça expose les soldes privés à la vue de tous, ce qui peut toutefois être partiellement résolu en ajoutant une fonction de hachage entre le nom du posant et son utilisateur, c'est-à-dire crypter cette information en ne donnant la valeur de la clé qu'à cet utilisateur et laisser ainsi le solde, visible de tous, anonyme. Mais cela expose quand même indifféremment les soldes et les mouvements entre les comptes. Et ce besoin de préserver les données personnelles a d'abord amené à utiliser la technique de l'arbre de Merkle. C'est quoi un arbre de Merkle ? C'est pas nouveau déjà, c'est un concept mathématique qui date de 1979, et c'est grossièrement une succession de haches, c'est-à-dire un ensemble de données cryptées organisées en chaîne. Figurez-vous un pommier à la tête en bas, dont une pancarte indique des sommes d'actifs, toujours cachées derrière la fonction de hachage, vous vous souvenez. La totalité des avoirs est inscrite sur le tronc, remontant les branches, faisant elle-même la somme des petites ramifications, et ainsi de suite jusqu'aux pommes juteuses, qui sont les soldes des utilisateurs. Un trajet du tronc à la pomme est appelé Merkle root, racine de Merkle, et est représenté par un nombre, un H unique. Petite précision de taille, dans le cas d'un Merkle sum tree, les branches ne donnent que 2 ramifications à chaque fois, hachage d'une somme des 2 nombres suivants. Ok, donc on peut publier tout ça, et ça constituera une solide preuve de réserve. Eh bien non, là encore 2 freins. Tout d'abord, publier, c'est interroger la blockchain, et cela a un coût.
exponentiellement lié à la taille des données à ressortir. Je vous laisse imaginer le nombre d'assets que détient CZ et la taille du registre que cela impliquerait. Une solution est, quand on interroge l'arbre de Merkle, de ne voler que les branches sœurs en remontant entièrement la liste et la somme totale affichée sur le tronc. Ainsi, la preuve donne la garantie que le dépôt de l'utilisateur est contenu dans de total, tout en assurant une requête moins frayeuse en termes de gaz et en ne dévoilant pas les données juxtaposées. Bien que la fuite de données personnelles soit bien plus mince que le fait de divulguer toute la liste, et peut être aussi amoindrie en effectuant une rotation des données publiées, un acteur malveillant pourrait, en contrôlant plusieurs comptes, faire des recoupements de plus en plus significatifs au sujet des utilisateurs de l'exchange. Vitalik précise surtout qu'un arbre de Merkle simple permet des soldes négatifs, notamment si l'exchange publie des faux comptes. En ne divulguant qu'une partie juste des ramifications, on peut aisément cacher tout un lot de soldes vérolés. Vitalik expose alors la nécessité que l'arbre de Merkle soit un arbre de Merkle à somme, Merkle Sum Tree, c'est-à-dire en exposant les sommes des nœuds sœurs de chaque paire de pommes et des paires de branches, et ainsi de suite jusqu'au tronc, permettant une identification plus évidente des soldes négatifs, quoique non accessible sur une simple requête. Il conclut cette partie en expliquant que l'utilisateur de la technique des arbres de Merkle par les exchanges a beau être une preuve de responsabilité, elle n'en reste que limitée à cela. Cela ne résout pas assez efficacement le problème des données personnelles. On en vient au ZK-SNARK. Non, c'est pas cela. Et c'est pas non plus la contraction de snail et de shark pour la promotion du dernier nanar impliquant des gastéropodes mangeurs d'hommes. Zero Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge Proof. En français dans le texte, preuve à divulgation nulle de connaissances. Version courte. Un observateur peut avoir la preuve de la véracité d'une proposition sans avoir connaissance des données. Vitalik compare cette technologie à ce que le Transformer, un modèle de deep learning révolutionnaire dans le traitement du langage naturel, a apporté à l'intelligence artificielle. Ouais, j'ai fait des recherches. En gros, ça te sert le café avec les croissants vegan tout en lisant le journal du matin après avoir sorti le chien. Je vous laisse juger de l'éclectisme du bestiau, Vitalik étant connu pour être pas mal impliqué aussi dans le transhumanisme. Et ces ZK-SNARK, Zero Knowledge SNARK, peuvent être mises à contribution pour améliorer la gestion des données personnelles des protocoles de responsabilité. Vitalik laisse de côté les arbres de Merkle pour lier la ZK-SNARK à un KZG Commitment. KZECO. Un schéma d'engagement polynominal KZG. KZG c'est pour les auteurs, Kate, Zaverucha et Goldberg. Un KZG Commitment, c'est un outil mathématique qui permet de vérifier la véracité d'une base de données par un observateur à partir d'un polynôme, un ensemble de nombres réels, qui est aussi un H. Ce qui s'oppose au besoin de s'enquérir des nœuds sœurs dans l'exemple du Merkle Sum Tree. Et la chose importante à retenir est que cette requête, pour cette preuve, est constante en ressources, quelle que soit la taille de la base de données, et donc généralement moins onéreuse. Bah oui, parce qu'interroger des contrats, ça coûte des sous. Vitalik propose de coupler la preuve KZG à la méthode de hachage ZK-SNARK pour prouver la somme des dépôts et que chaque balance est positive sans exposer ses assets. Et vous voilà avec la solution au problème des données personnelles dans la preuve de réserve. Je vous laisse admirer la démonstration mathématique qui a laissé en PLS le bachelier littéraire option latin, grec et couture que j'étais il y a plus de 20 ans. Et Vitalik termine en extrapolant l'application de cette Zero Knowledge Proof à un cas de lending dans la DeFi et aussi aux fameux Soulbound Tokens, les tokens cartes d'identité en devenir qui donnent des sueurs froides à tout défenseur de l'anonymat on-chain. Proof of Assets, la preuve d'actifs. Ok, on sait maintenant vérifier des actifs on-chain. Pour des raisons de sécurité évidentes, et vous faites de même, rassurez-moi, tous les actifs des exchanges ne restent pas sur MetaMask. Alors quid des cold wallets et des collatéraux qui sont stockés ailleurs? Vitalik présente succinctement les moyens sécuritaires de stocker ces assets et termine en parlant du coût important que représenterait simplement la consultation de ces avoirs. Pour les cold wallets, 3 solutions sont déjà en œuvre. Révéler des adresses publiques avec preuve de propriété, genre telle adresse appartient à Binance, coucou les ENS. Posséder plusieurs adresses et effectuer une preuve de réserve aléatoirement, avec des fonds mouvants et des requêtes régulières. C'est déjà utilisé par certains exchanges à travers des audits, mais ça pourrait s'automatiser. Et des solutions plus compliquées, à base de Zero Knowledge Proof. En gros,
de multiples adresses sécurisées par des multisigs. Multisig, c'est il faut l'accord de plusieurs wallets pour interagir avec. Et des solutions plus compliquées à base de Zero Knowledge Proof. En gros, de multiples adresses sécurisées par des multisigs. Il faut l'accord de plusieurs wallets pour interagir avec. Et l'utilisation de la Zero Knowledge Proof pour justifier les actifs détenus en gardant la confidentialité. En ce qui concerne les collatéraux, les fonds détenus par l'identité tiers, Vitalik tacle un peu ses aides à son propre tweet du 16 novembre post-FTX Gate. Si un exchange doit bouger de larges sommes de crypto avec ou après la diffusion des portefeuilles, c'est clairement un signe de problème, disait CZ. Mais pour le fondateur d'Ethereum, faire un aller-retour aux actifs de l'adresse de dépôt à l'exchange n'est pas un problème de sécurité et serait ainsi considéré comme une preuve de salvabilité, pourquoi pas chaque bloc ou selon un agenda précis de diffusion. Genre tous les mardis à 14h avant ma séance d'aquaponie. Pourquoi pas. Le dernier problème existant concerne alors la preuve d'actifs en fiat. Alors oui, cette preuve peut se faire, mais elle dépend alors grandement de la confiance dans les modèles bancaires traditionnels. La banque atteste les soldes, livrets de soldes qui sont attestés par des audits, etc., etc. Et généralement dans le milieu bancaire, il y a autant de maillons dans la chaîne qu'autour du coup de Joe Star. Comme les fiat ne sont pas vérifiables de manière cryptographique, c'est apparemment le mieux qu'on puisse faire, et ça mérite d'être fait. Vous êtes toujours là ? Dernier sujet abordé dans cet article, peut-on créer des exchanges centralisés non custodiaux ? Pour ceux qui débarquent, un portefeuille non custodial est un portefeuille dont vous seul, ou un proche de confiance si vous êtes couché à l'hôpital en entendant la faucheuse, et généreux, vous seul possédez la clé privée. Il vous permet d'interagir avec la DeFi, la finance décentralisée directement, sans intermédiaire, par opposition à votre portefeuille détenu au sein d'un exchange centralisé où vos crypto-monnaies sont conservées par ce tiers, dans un wallet crypto dont vous ne possédez pas la clé, ainsi qualifié de custodial. Dois-je vous rappeler le fameux adage « Not your keys, not your coins ». Quel est le problème des wallets custodiaux ? C'est pas seulement le fait que l'exchange possède les fonds pour rembourser ses utilisateurs, c'est surtout que les exchanges ne se barrent avec la caisse. Demande à Sam Bankman-Fried où sont tes FTX, Bahamas, immobilier. Vitalik va aborder deux de ses expériences passées. Plasma, un protocole of-change de 2018, en proof of stake, bien avant le merge d'Ethereum, qui permet de scaler, augmenter le nombre de transactions par seconde, Ethereum, même visé que le Lightning Network sur la blockchain Bitcoin, en créant des blockchains filleuls plus rapides qui profiteraient de la sécurité d'Ethereum. Protocole sur lequel s'est basé Omisego, une place de marché décentralisée qui se voulait être un pont pour le public entre fiat et cryptoactifs, qui a surtout survécu en Asie du Sud-Est. Vitalik développe ensuite l'update de Plasma qui se rapproche des Validium de Starkware, un autre layer 2 d'Ethereum à base de Zero Knowledge Rollups. Comment ça marche ? Ce Zero Knowledge Rollup, c'est une seconde couche, layer 2, à Ethereum, qui stocke la base d'un arbre de Merkle, tout ce recul, vous voyez, dans la blockchain layer 1, Ethereum, mais le reste des données est traité en off-chain et vérifiable grâce à la technologie Zero Knowledge Snark, la fameuse preuve à divulgation nulle de connaissances citée plus haut. Et comme la majeure partie du boulot est faite off-chain, cela coûte bien moins cher en frais de gaz, et tout le monde sait que les gaz filles sur Ethereum en plein bull run se cherchent la peau de mes fesses. Surtout, en finalité, c'est vérifiable et contrôlé on-chain avec l'impossibilité d'un opérateur de voler des fonds ou au pire, seulement de les bloquer si l'opérateur disparaît. Un peu les mêmes conséquences que dans le Lightning Network. Ce qui convainc Vitalik de la bonne direction de ces solutions d'échange centralisées non custodiaux, du contrôle des opérateurs et des fonds non custodiaux. Le réel problème pour Vitalik reste alors l'utilisateur lui-même. Il perd ses clés, oublie, perd du hard wallet, hack, il perd ses cryptos. Il lui reste donc un compromis inévitable pour Vitalik, c'est-à-dire faire confiance à un exchange qui a le contrôle sur les assets de l'utilisateur. Ou alors, prévoir une solution plus pérenne pour conserver ses cryptos, multisig, ou la solution de portefeuille social de récupération. Je possède ma clé privée, mais si je la perds, un tiers de confiance appelé gardien, généralement 3, me dépanne. Des personnes physiques avec un accès limité au wallet, tout cela piloté à partir de portefeuilles sociaux de récupération, à l'instar de Argent Wallet ou de Loopring Wallet. Le rapport bénéfice-risque reste très binaire, comme évoqué dans le dernier tableau. Vitalik aborde aussi la notion de langage informatique différent entre les blockchains, notamment Bitcoin qui possède un langage différent, script, Ethereum étant Solidity, et qui nécessiterait des adaptations. Et il va plus loin Vitalik, il parle de besoin de standardisation. Sa conclusion. À court terme, Vitalik croit en plusieurs choses.
des DEX comme Uniswap, qui responsabilisent l'utilisateur. Dans un futur proche, des SEX cryptographiquement contraints grâce à des outils comme le Smart Contract Validium. Et la solution émergente, donc, de proposer des solutions techniques open source pour bénéficier aux exchanges dans une optique de preuve de réserve. Pour le futur, il espère qu'on se rapprochera d'exchanges exclusivement non custodiaux, du moins pour la partie crypto, aidés de solutions de portefeuille de récupération pour les nouveaux utilisateurs ou encore par nécessité légale. Il cite Magic Link comme exemple et termine par l'évocation de probables ponts entre le système bancaire et les cryptos via les stablecoins comme l'USDC. Voilà. J'ai essayé de retranscrire l'essentiel de ce document, j'espère ne pas vous avoir trop perdu, il y a pas mal de notions qui s'entrecroisent et je ne peux que vous conseiller de lire l'original. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en retenir? Moi je en retiens deux choses essentielles. Don't trust, verify. Les exchanges ont d'ores et déjà les moyens techniques de subir un contrôle on-chain de leurs assets détenus. Vitalik Buterin avance des modèles, et on peut aussi aller voir du côté de Chainlink qui propose aussi déjà des solutions parmi tant d'autres. Ces preuves de réserve vont permettre un vrai Don't Trust Verify et vous prévenir un peu mieux des fuites de capitaux inopinés. Cela n'est qu'une partie du problème tant que vous ne serez pas seul maître de vos actifs. Ce qui rejoint mon second point essentiel, Not Your Keys, Not Your Coins. Je ne crois pas que déresponsabiliser l'utilisateur grâce à des solutions tierces soit un progrès. De l'éducation et de la rigueur, voilà deux piliers de votre money management qui, à mon sens, doivent prévaloir sur toute autre solution de secours. Venez en discuter sur nos canaux de ZC. Le principe de ZC, c'est simple. Des personnes ressources sur chaque canal thématique pour aider les nouveaux et confronter les expériences des chevronnés. Je pense aux analyses training d'Asma, au flair de X sur les ICO foireuses, à Bruno qui connaît ses joueurs rares presque aussi près que du banc de touche, ou encore à Tony qui te démonte la blockchain comme un Lego. J'espère que ce point fonda vous a plu, et si cette vulgarisation vous a permis d'éclaircir certaines notions. Utilisez les commentaires de YouTube ou joignez-moi directement sur Telegram si des sujets similaires vous semblent intéressants à aborder, comme par exemple l'inutilité du vol des plans de l'étoile noire quand on possède une flotte rebelle pouvant accélérer la vitesse de la lumière. Merci à vous, et à tout de suite sur nos canaux Telegram, Twitter, YouTube. Tchuss!